Juste pour rassurer tous ceux qui en auraient besoin, au sujet de l'armée mexicaine, si effectivement nous avons une table ronde extrêmement complète avec 3 journalistes rédacteurs en chef tout à l'heure, c'est parce que par ma présidence, j'en ai fait le choix. C'était mon choix de convoquer effectivement autant de monde pour CNews, sur un temps d'ailleurs qui a été allongé, puisque nous pourrons aller jusqu'à 13h30, parce qu'il me semblait compliqué de parler autant d'informations, autant de rédactions, sans en faire venir les principaux acteurs, qui d'ailleurs ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises ces derniers jours, aussi suite à la décision du Conseil d'État. Donc il me semblait important que les différents avis se confrontent, se contredisent ici au sein de cette commission, et je rappelle que cette volonté d'une table ronde importante est la mienne en tant que président de cette commission d'enquête. Rappelez également, pour tous ceux qui peuvent s'inquiéter, que si aujourd'hui nous avons CNews, si aujourd'hui nous avons l'ensemble du groupe Canal+, c'est parce que nous avons fait l'ensemble des autres groupes avant. Et aux yeux de toute l'émotion que amènent au niveau national ces auditions, je ne regrette pas de faire passer le groupe Canal+ à la fin de nos travaux d'audition. Mais voilà, je rappelle bien que toutes les autres chaînes, tous les autres dirigeants sont bien passés devant cette commission d'enquête avant. Monsieur Saada, peut-être juste revenir, j'ai pu en parler tout à l'heure, vous êtes très bien revenu dessus également, sur le rôle historique, la place historique de Canal+. Comment vous voyez l'évolution de cette place à l'avenir, sur les différentes compétences, dans différentes entités du groupe, comment vous voyez aussi l'avenir de la TNT, votre place sur la TNT au fil des renouvellements, et finalement votre place sur la TNT est-elle le fruit d'une stratégie globale et seulement globale de l'ensemble des entités du groupe, ou est-ce que c'est une stratégie aussi qui se décompose, qui se fractionne par chaîne? Voilà, voir votre vision de l'avenir de la place aussi de Canal+, puisque c'est aussi votre souhait ou non d'être renouvelé. Merci Monsieur le Président. La stratégie du groupe Canal+, on l'a dit, c'était de retrouver de la croissance, et notamment en France. J'ai dit que nous étions très déficitaires sur les chaînes Canal+, que nous le sommes beaucoup moins, même si nous le restons. Mais nous avons retrouvé depuis 4 ans la croissance d'un parc abonné en France qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. J'étais bien placé pour le savoir puisque j'étais en charge de ça. Donc cette dynamique de croissance qui aujourd'hui profite à Canal+ sur tous les territoires, les 50 pays de présence, est une dynamique essentielle. Je l'ai dit pourquoi? Parce que nous faisons face à des géants qui ont cette capacité à amortir des coûts très importants. Dans le cas de Netflix, c'est 17 milliards de dollars qui sont investis dans les contenus sur une base d'abonnés de plus de 260 millions, qui sera bientôt 300 millions. Donc il y a un enjeu de taille critique pour le groupe Canal+, qui s'impose. Aujourd'hui, quand vous financez une série comme The Crown pour Netflix, le coût par épisode est autour de 15 millions de dollars. Si vous avez la capacité d'amortir ce coût sur 200 millions d'abonnés, ça revient moins cher à Netflix, à l'abonné, que de financer Marie-Antoinette, qui coûte grosso modo 10 fois moins à Canal+. Donc nous avons un jeu pour produire des contenus toujours plus spectaculaires, pour produire des contenus qui circulent, y compris des contenus français qui circulent partout dans le monde. Nous avons cet enjeu de taille. C'est pourquoi nous avons beaucoup pratiqué et de la croissance organique, puisque nous continuons à nous lancer dans des pays comme l'Éthiopie récemment, l'Autriche l'année dernière, ou de la croissance externe avec les opérations que j'ai citées. La TNT est un élément essentiel à la distribution de Canal+. Canal+ a toujours été dans une logique d'être présent sur toutes les plateformes auprès de tous les opérateurs. Je me souviens à l'époque, quand j'étais directeur marketing, du lancement de Bouygues Télécom et de la volonté de Bouygues, comme ses concurrents fournisseurs d'accès, de proposer de la télévision via ses box. Le coût pour Canal+ était très significatif. Le nombre d'abonnés que Bouygues Télécom pouvait produire à l'époque était insignifiant puisqu'il lançait cette activité. Et nous avons immédiatement choisi de suivre ce distributeur. Quand les téléviseurs connectés aujourd'hui, qui prennent une place de plus en plus importante, les Samsung, les fabricants coréens, japonais, généralement asiatiques, se lancent, ou les consoles de jeux, et qu'on vient nous demander la distribution de Canal+, on dit toujours oui. Pourquoi? Parce que le modèle de Canal+ est un modèle de coût fixe, principalement. Et donc, pour trouver de la rentabilité, il faut aller chercher des abonnés là où ils se trouvent et par tous les moyens possibles. La TNT s'inscrit totalement dans cette démarche. C'est une plateforme de diffusion qui est, on l'a dit, importante, qui couvre aujourd'hui 97% du territoire, alors que même les fournisseurs d'accès aujourd'hui ne couvrent que 93% du territoire. Évidemment, le satellite est au-dessus avec 100% du territoire couvert. Et donc, on ne peut pas se priver de ce moyen de diffusion. Donc oui, la TNT s'inscrit pleinement dans la stratégie de Canal+. Ensuite, c'est une évidence pour les chaînes gratuites, puisque les revenus sont publicitaires. Donc là, vous avez besoin d'audience. Et le premier foyer d'audience des chaînes de la TNT, c'est une évidence, c'est la TNT.
Donc oui, nous avons pour objectif. Alors, nous venons de recevoir le dossier hier, donc c'est un peu tôt on n'a pas tout à fait eu le temps avec Laetitia Samenassé, Gérald Brice-Viret et les équipes de regarder les dossiers et les conditions qui sont posées. Mais nous avons pour ambition de candidater pour l'ensemble de nos chaînes payantes et gratuites à la TNT. Tu veux ajouter quelque chose ? Merci pour la primeur de cette information, d'où le sens de cette commission d'enquête. Donc vous demandez effectivement le renouvellement de toutes les payantes, chaînes payantes et chaînes gratuites qui arrivent en fin effectivement d'exercice. Une dernière question, une autre négociation va s'ouvrir cette année, celle de la chronologie des médias. Comment vous voyez cette ouverture? Quels sont vos souhaits? Est-ce que nous allons sur le statu quo? Est-ce que le système actuellement est satisfaisant? Est-ce que vous pensez rester sur les mêmes niveaux d'engagement financier quant à la création et à la création française? Et quelle durée vous semble idéale pour cette nouvelle chronologie des médias? 3 ans, 5 ans, plus? Merci Monsieur le Président. Je l'ai rappelé, le cinéma est un élément absolument essentiel de la proposition de valeur de Canal+ à ses abonnés. C'est le premier motif d'abonnement. Nous avons pour la première fois depuis 1996 signé un accord avec tous les acteurs du cinéma hollywoodien. Tous les studios sont proposés par Canal+ aujourd'hui. Évidemment, le cinéma français est au cœur de notre proposition. Le cinéma français d'ailleurs qui se porte bien, mieux que la plupart des autres cinémas dans le monde. Je dirais qu'aujourd'hui, les cinémas qui ont survécu sont rares. Il n'y a plus de vrai cinéma italien, britannique, espagnol, allemand. Le nombre d'œuvres produites dans ces pays a été divisé par 10 en 20 ans. Le nombre de salles a été largement réduit dans tous ces pays aussi. Seule la France en Europe a réussi à maintenir un cinéma de qualité et qui s'exporte. Pourquoi ? Vous avez cité tout à l'heure le CNC. En fait, les caractéristiques du cinéma français et qui sont uniques, c'est un financement par le CNC, en partie, évidemment, qui joue un rôle essentiel dans ce système, et en grande partie par Canal+ et les chaînes de télévision gratuites en particulier, et derrière nous, France Télévisions. Donc, c'est unique, ça n'existe pas ailleurs, et ça explique ce financement, comment est-ce que le cinéma français a réussi à se renouveler, à perdurer et à continuer à s'exporter. 180 millions d'entrées salles pour 2023 en France, là où historiquement pré-Covid, les meilleures années c'était 200 millions de box-office. Le cinéma français et les exploitants, l'exploitation en France se portent mieux que quasiment tous les cinémas dans le monde. Même les États-Unis n'ont pas retrouvé ce niveau, même la Chine n'a pas retrouvé ce niveau, même l'Inde n'a pas retrouvé ce niveau. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut avoir conscience de la chance qu'on a de produire des œuvres comme ça et d'avoir un cinéma qui se porte bien, et un cinéma français qui représente près de la moitié de part de marché sur les 180 millions de box-office d'entrée en salle que j'ai évoqué tout à l'heure. Là aussi, c'est unique. Ce système, il est fragile. On peut s'en réjouir, mais il faut avoir en tête qu'il est fragile. Et je pense que, même si ça n'a pas toujours été très bien compris, les propos de Justine Triet à Cannes visaient cela, visaient la fragilité de ce système. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il est principalement dépendant de 2 voire 3 acteurs, le financement de Canal+, le CNC et l'apport de France Télévisions, parce que pour les autres, c'est beaucoup plus faible. Nous avons fait le choix de privilégier le cinéma français pour nous distinguer des opérateurs américains. Je rappelle que nous n'avons, comme je l'ai dit, pas la possibilité de choisir entre audiovisuel et cinéma, contrairement aux plateformes américaines, mais quand bien même nous aurions cette possibilité, nous choisirions le cinéma français parce que c'est un élément absolument essentiel pour nous. Donc voilà ce que je dirais pour aujourd'hui le passé. Pour le futur, comme je l'ai dit, la proposition que nous souhaitons faire aux organisations du cinéma, c'est de renouveler l'accord. Nous pensons que l'accord qui a été signé il y a quelques années, il y a très peu de temps en réalité, tous les 18 mois on se remet à négocier, c'est un des sujets, est bon. Il est bon pour le cinéma français. Comme je l'ai dit, il a permis aux salles de retrouver leur public avec un Canal+ qui pourtant diffuse les films 6 mois après leur sortie en salle. Donc Canal+ a avancé dans cette chronologie sans faire de tort aux salles. C'est un élément absolument essentiel pour nous. Nous considérons que la salle est le moteur et le poumon de cette économie. Et donc, avancer Canal+, évidemment, au bénéfice de nos abonnés, c'est un objectif pour nous, mais pas au détriment de la salle. C'est pourquoi nous préconisons de rester sur la chronologie actuelle, qui a démontré qu'elle était positive pour Canal+, puisque, comme je l'ai dit, nous avons retrouvé de la croissance en France auprès de nos abonnés, et elle a été positive pour les salles.
Nous avons, depuis, vous le savez, quelques semaines, fait l'acquisition des activités cinéma d'Orange, Orange Cinéma Série OCS et Orange Studio. Et à l'occasion de cette acquisition, nous avons pris l'engagement auprès des organisations du cinéma d'ajouter les engagements financiers d'Orange à ceux de Canal+. C'est-à-dire que le montant annuel de financement du cinéma français par le groupe Canal+ passerait de l'ordre de 200 millions d'euros à un montant supérieur à 220 millions d'euros par an. Et nous avons effectivement proposé que cet accord soit porté à une durée de 5 ans pour se laisser de la visibilité, à la fois pour les organisations du cinéma et le système de financement en France, et pour Canal+. Et Maxime? Oui, et c'est important de le rajouter parce que nous sommes partenaires cette année avec les salles de cinéma, du printemps du cinéma et de la fête du cinéma, parce que ce cercle vertueux sur les salles de cinéma puis Canal+ fonctionne très bien. On le voit d'ailleurs, un succès en salle et forcément un succès sur Canal+, mais à l'inverse, un film qui n'a pas peut-être eu le temps de trouver son public dans les salles trouve son public sur Canal+. Donc c'est vraiment très important. Et dernier point, parce que ça a été souvent mal expliqué, voire expliqué de manière erronée, les plateformes américaines ont tout à fait la possibilité de se situer à 6 mois dans la chronologie des médias. Rien ne leur interdit. Elles doivent simplement s'acquitter d'un montant d'obligation très supérieur à ce qu'en réalité elles ont envie d'investir. Mais rien n'interdit aujourd'hui une plateforme américaine d'être au même endroit dans la chronologie que Canal+. Et sur les Césars qui se sont passés vendredi dernier, sur tous les films qui ont été récompensés, 11 films, tous ces films ont été préachetés, préfinancés par les équipes de Canal+. Un travail depuis longtemps, puisqu'avec Justine Triet, on la suit depuis son premier court-métrage, il y a plus de 20 ans. Donc c'est vraiment un travail de fond. Merci à vous, et d'autant plus qu'effectivement, nous avons auditionné hier les exploitants de cinéma dans le cadre du groupe d'études cinéma. Ils ont rappelé effectivement le rôle, les partenariats et l'importance du travail qui mène avec vous, et aussi effectivement que, aussi par la mobilisation de l'État, des parlementaires, aucun cinéma français n'a fermé pendant le Covid, ce qui est à dire que les salles ont retrouvé effectivement leur public, parfois même croissant, même si on a une petite faiblesse sur janvier et février. Et surtout, très important, c'est que ce modèle de chronologie des médias s'exporte. Il s'exporte également aux États-Unis, puisqu'on voit que la salle peut revenir un petit peu au centre du jeu. Et la présence, notamment d'Apple, lors du dernier festival de Cannes, démontre aussi la force et la réussite de nos systèmes. Dernière question pour ma part. Nous avons parlé de cinéma. Quel avenir de Canal+ quant au sport, puisque vous avez aussi un grand nombre d'abonnés qui faisaient le choix de l'abonnement pour le sport. Quel avenir, quelle licence, sur comment vous projetez, notamment en matière de football, sur justement donc l'avenir du groupe? Le sport, ça reste évidemment un élément essentiel et déterminant. Nous avons un modèle généraliste, puisque nous proposons à nos abonnés, nous sommes dans une logique de satisfaire tous les membres du foyer. Nous ne sommes pas dans une logique d'audience comme peuvent l'être des chaînes gratuites. Nous ne cherchons pas à rassembler un maximum de personnes tous les soirs devant le même programme, mais au contraire d'intéresser chaque membre du foyer, et nous mesurons notre succès en satisfaction et en intensité de cette satisfaction sur chacun des programmes par un ou plusieurs membres du foyer, et non pas par l'ensemble des membres du foyer au même moment. Et donc notre proposition généraliste vise chacun des publics, avec des programmes de cinéma, des séries qui sont évidemment une des thématiques qui montent le plus ces dernières années, les documentaires, les dessins animés, animations, et qui sont une composante très importante, et nous avons nombreuses chaînes dans cette thématique. Mais évidemment, le sport reste un élément essentiel et déterminant. C'est le deuxième motif d'abonnement après le cinéma. Et c'est le montant, dans les investissements que nous consacrons au contenu, le montant le plus important est consacré au sport. Et notamment au football, vous le savez, nous allons démarrer la saison avec l'exclusivité complète de la Ligue des Champions, de l'Europa League, le National, l'AD1 que nous avons signé pour 5 ans, et un certain nombre de droits footballistiques. Le football reste évidemment la compétition reine. Je n'ai pas cité la Première Ligue que nous avons renouvelée sur 6 pays. Nous annoncerons très prochainement encore un gain. Voilà, nous sommes le premier diffuseur mondial de la Ligue des Champions, le premier diffuseur mondial
de la Première Ligue, le premier diffuseur mondial de la Formule 1, puisque comme vous le savez, nous avons fait émerger les sports mécaniques dans tout un tas de géographies. Et la moto, aujourd'hui MotoGP, qui était très questionnée au moment où nous avons fait le choix de la diffuser sur Canal+, rassemble près de 800 000 personnes à chaque Grand Prix. C'est devenu un des sports majeurs de Canal+. Voilà, donc la diversité du sport et en particulier les investissements. Je ne cite pas le rugby, qui est un pilier, c'est le cas de le dire, de notre offre. Et dont nous avons les droits jusqu'en 2027. Nous avons signé la plupart de nos droits sportifs jusqu'à la fin de la décennie. Récemment, le golf avec le PGA jusqu'en 2030. Et quand je dis signer des droits jusqu'à la décennie, je ne parle pas que de la France. Je parle d'un certain nombre de territoires. À chaque fois, on est dans une logique multi-pays. Donc le sport reste une composante essentielle de notre offre. Nous avons et nous éditons 11 chaînes de sport. Et on l'oublie souvent, nous avons également une chaîne d'information sportive qui s'appelle Info Sport Plus. Et nous apprêtons, comme Maxime l'a dit, avec l'intégralité des droits de la Ligue des Champions, à lancer en simultané, à partir de la fin août, 18 chaînes en live supplémentaires. Donc c'est vraiment un pilier extrêmement important. On a parlé du cinéma, mais le sport est indispensable. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur le rapporteur pour sa première série de questions. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur